Madame, non, ça n'est pas prête encore. Moi aussi, je suis prête. Et la dame, elle ne met pas non plus, elle ne parle pas dans le micro. Bonjour. Bonjour. Votre prénom? Je monte le micro. Joël. Et vous arrivez d'où? Paris, d'accord. Et nous sommes aussi avec Élise. Élise, et vous arrivez De Lyon. de Lyon? Ah bon? Oui. Vous faites l'aller-retour aujourd'hui? On fait l'aller-retour, on prolonge un peu le week-end. Pour parler de votre société, votre entreprise, de bijoux, de mode, Ben voilà, du Père Noël. c'est ça. Allez, bonjour à toutes, Oui, bonjour allez, à je vous laisse tous. faire l'émission. C'est le bar de l'économie jusqu'à 11h. Eh oui. C'est le bar de l'économie. Non, aujourd'hui, on met pas les artistes à l'honneur, comme j'ai pu faire lundi avec des artistes d'art magnifiques. Vous pouvez réécouter cette émission d'ailleurs sur notre chaîne YouTube, Bar de l'économie. En tout cas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Florence Sueur au micro, effectivement. Bienvenue au Bar de l'économie en FM avec IDFM Radio Anguin en vidéo live sur Facebook et retrouvez-nous sur notre plateforme YouTube et puis sur notre plateforme tout court internet bardeléconomie.fr. Alors aujourd'hui, un sujet super sérieux même. Nous allons parler femmes capitaines d'entreprise, capitaine même de filière. Nous allons parler pôle de compétitivité. Ont-ils encore un sens aujourd'hui? Un cluster, quelle est la différence entre cluster et pôle de compétitivité? Et pour tout ça, et pour en parler, eh bien, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Élise Duret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de projet et de l'animation du réseau France Cluster. À vos côtés, Corinne Farras. Bonjour. Bonjour, bonjour les auditeurs. Vous êtes déléguée générale du pôle de compétitivité Tech Terra, un pôle de compétitivité dédié à la filière textile que vous accompagnez, donc, et on verra comment tout à l'heure. Et puis à nos côtés, Joël Durieux, bonjour. Bonjour, bonjour les auditeurs. Vous êtes la jeune fondatrice de Lead Tech Club 101, association dédiée à l'accompagnement et à la croissance des entreprises, quelle que soit leur taille d'ailleurs, de la plus petite start-up même aux ETI, on va dire. Et puis, mais auparavant, vous venez de quitter la direction générale du pôle de compétitivité mondiale Innovation, et donc complètement dédié bien sûr au monde de la finance. Alors avant d'aborder tous ces sujets, comme d'habitude, eh bien c'est l'info du jour, mais on est vendredi aujourd'hui, donc on se détend, et on se détend avec notre experte en bien-être, c'est Céline Mestre, et on l'écoute pour le sujet du jour qui est la cohérence cardiaque. J'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle chronique bien-être, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la cohérence cardiaque, une technique de respiration pour mieux gérer ses émotions et réduire les effets du stress. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, vous savez que la cohérence cardiaque peut être votre allié contre le stress, mais vous ne savez pas vraiment ce que c'est. Quand on y pense, il n'y a pas plus simple que la cohérence cardiaque. Inspirez sur 5 secondes, expirez sur 5 secondes. C'est simple et c'est pourtant redoutablement efficace. La cohérence cardiaque, c'est d'abord un état tout à fait naturel. Quand vous vous sentez bien, calme, détendu, devant un beau paysage ou devant un feu de cheminée par exemple, vous êtes en état de cohérence cardiaque. L'état d'équilibre de la cohérence cardiaque est physiologique, inné et programmé dans notre système nerveux autonome. Il ne reste qu'à y parvenir et à l'exploiter. Pour y parvenir, on peut utiliser une pratique respiratoire. La respiration qui équilibre tout ça, c'est 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. La cohérence cardiaque est donc devenue une pratique de gestion du stress et des émotions qui entraîne de nombreux bienfaits sur la santé physique, mentale et émotionnelle. En pratiquant la cohérence cardiaque, on apprend à contrôler sa respiration afin de réguler son stress et son anxiété. L'exercice est tout simple. 3 fois par jour, inspirez sur 5 secondes et expirez sur 5 secondes, soit 6 respirations par minute pendant 5 minutes. 3, 6, 5. Facile à mémoriser, non? Car idéalement, tous les jours de l'année. Pour vous guider au début, vous pouvez regarder le chronomètre de votre téléphone portable ou la trotteuse de votre montre, ou encore télécharger gratuitement l'application RespiRelax. La cohérence cardiaque est donc avant tout une pratique d'autorégulation émotionnelle qui va permettre à notre physiologie de récupérer efficacement et de se régénérer.
Mais les bénéfices d'une pratique régulière de la cohérence cardiaque sont bien plus nombreux. D'un point de vue physiologique, parce qu'elle participe à un rééquilibrage des branches sympathiques et parasympathiques du système nerveux autonome, la pratique de la cohérence cardiaque a un effet particulièrement rapide et efficace sur les composantes physiques du stress. Baisse du rythme cardiaque, baisse de la tension artérielle, baisse du cortisol qui est l'hormone du stress dans le sang. Ces effets sont immédiats. Et à plus long terme, la cohérence cardiaque accroît la vitalité et la capacité de résistance au stress et renforce le système immunitaire. En résumé, n'hésitez pas à découvrir et à pratiquer la cohérence cardiaque. À bientôt! Merci à Céline Mestre pour ses bons conseils en bien-être. Et vous pourrez réécouter sa chronique sur notre plateforme, sur notre chaîne YouTube Bar de l'économie. Alors, première info du jour, eh bien ça y est, c'est reparti. À partir de mardi prochain, le couvre-feu sera dès 20h, donc encore plus strict que maintenant. Et il s'appliquera aussi lors du réveillon du 31 décembre. C'est l'annonce qu'a faite hier le Premier ministre Jean Castex, sauf dans les territoires DOM-POM, contrairement donc à nous, l'Hexagone. Les déplacements interrégions seront possibles durant la journée. L'attestation ne sera plus obligatoire pour se déplacer. En revanche, les déplacements seront interdits de 20h à 6h du matin. Les dérogations seront peu nombreuses et les contrôles renforcés, a-t-il annoncé. Alors les dérogations, quelles sont-elles? C'est pour les déplacements professionnels, pour raisons de santé, pour motif familial impérieux, dans l'intérêt général, les associations, ou pour promener son chien. La pratique sportive, elle, ne sera pas autorisée. Il sera possible d'inviter quelques personnes chez soi si elles arrivent avant 20h, mais pour Noël, pas plus de 6 adultes à la fois. Et du coup, moi, d'après ce que j'ai compris, eh bien, il va falloir que nos invités dorment chez nous. Les établissements recevant du public resteront fermés 3 semaines de plus. Donc, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, les musées, mais aussi l'accueil du public dans les enceintes sportives, dans les cirques, dans les parcs zoologiques ou encore les salles de jeux et les casinos sont interdits. La possibilité de rouvrir les enceintes sportives sera réétudiée le 7 janvier et la piste d'un dispositif rendant l'isolement obligatoire pour les personnes testées positives ne faisant pas consensus, le Premier ministre a indiqué que l'accent serait mis sur un accompagnement renforcé. Les chiffres Covid, dans le monde, 68,8 millions de cas positifs et 1,6 million de décès recensés. Alors j'ai envie de demander à mes invités du jour comment elles vivent la pandémie. Corinne Farras. Alors, au niveau de la pandémie pour la filière textile, parce que je pense que c'est pas forcément mon avis personnel, aujourd'hui on se rend compte que la filière textile a été impactée, on va dire, dans les deux sens, c'est-à-dire que une petite étude qui a été menée par l'organisation professionnelle Unitex en Auvergne-Rhône-Alpes démontre que le chiffre d'affaires pendant la pandémie a été de moins 20% globalement dans la filière, avec deux extrêmes, 70% de perte de chiffre d'affaires pour certaines entreprises et plus 80% de chiffre d'affaires pour certaines. Donc on voit bien que on a deux populations, des entreprises qui ont su se convertir sur un délai très court, donc une certaine agilité, pour aujourd'hui produire des masques, qui sont aussi une offre qui existe sur le marché, et certaines n'ont pas pu, soit par rapport à leur marché, soit par rapport à leur équipement, travailler sur ces dimensions-là. Donc on voit bien que ça a créé une distorsion, on va dire, dans cette filière-là. Merci Corinne Farras. Je rappelle que vous êtes déléguée générale du pôle de compétitivité TechTerra. Élise, peut-être on va demander à Élise Duret, la pandémie alors, quel impact? Et bien nous à notre échelle, donc à l'échelle de France Cluster, on a voulu un petit peu observer comment est-ce que les clusters pouvaient accompagner leurs entreprises et comment est-ce que les entreprises elles-mêmes réagissaient à la crise. Donc pendant le premier confinement, on a regardé un petit peu ce que faisaient les clusters en termes d'action pour soutenir, accompagner leurs entreprises. Et donc on a fait un petit référencement de tout ce qui avait été fait, les veilles sur les aides, évidemment l'accompagnement, la mise en réseau, l'écoute active, très très important auprès des entreprises. Et là on a profité donc de ce deuxième confinement pour faire une étude un petit peu plus poussée et chiffrée, justement sur comment est-ce que les entreprises qui sont réunies en cluster traversent-elles la crise. Et en fait, les résultats sont assez édifiants, parce qu'on se rend compte que une des premières conclusions, c'est que les entreprises réunies en cluster traversent mieux la crise. Elles font moins face à des difficultés. En fait, il y a 65% des répondants qui ne rencontrent pas de difficultés économiques réellement.
et 97% des répondants estiment que le risque de dépôt de bilan est très faible. Donc en fait, on voit là vraiment l'impact du rôle des pôles et clusters sur les entreprises pour les aider dans cette passe, et que les entreprises du coup sont beaucoup plus agiles aussi. Merci Élise Duret. Je rappelle que vous êtes chargée de projet et d'animation du réseau France Cluster. Donc, et puis c'est très intéressant ce que vous venez de dire parce que ça redonne le moral aux chefs d'entreprise. Merci pour ça. On va poser la question à Joël Durieux. Oui, bien, ce qu'on a pu observer, c'est qu'effectivement la finance est à l'avant-poste du soutien à l'économie française. Et on a pu observer aussi que les planètes étaient alignées entre les soutiens organisés par tous les dispositifs imaginés par le gouvernement, la façon dont ça a été relayé sur le terrain dans les régions et à travers les institutionnels que sont les banques et les assureurs. Et enfin, on a vu une belle résilience donc des fintechs, donc de ces startups financières, qui elles-mêmes se sont organisées pour prendre le relais du gouvernement en matière de prêts aux entreprises, mais aussi en matière de conseil et de pédagogie aux entreprises au sens large, en matière de pilotage de la trésorerie de façon dématérialisée, en matière de recouvrement de créances, d'affacturage, etc. Elles se sont organisées entre elles à travers des collectifs pour donner des conseils, non pas sur des micro-sujets de la chaîne de valeur, mais sur toute une chaîne de valeur. Donc on a vu une véritable mobilisation du secteur financier, sur le secteur financier et sur les masques. D'ailleurs, tout au début, ils se sont largement mobilisés. Merci beaucoup Joël Durieux. Je rappelle que vous venez de quitter la direction générale du pôle de compétitivité mondiale, finance, innovation, et vous venez de créer une association dédiée à l'accompagnement des entreprises, l'ITech Club 101. Autre information du jour, comme prévu, la BCE prolonge jusqu'en décembre 2021 ses prêts géants aux banques. La Banque centrale européenne relève même l'enveloppe de son programme d'achat d'actifs lié à la pandémie à hauteur de 1850 milliards d'euros et l'étend même jusqu'à mars 2022. Elle prolonge ses prêts aux banques à taux négatifs et on augmente le montant éligible jusqu'à la fin de l'année prochaine. Le Conseil des gouverneurs continue de se tenir prêt à ajuster ses instruments selon ce qui est nécessaire face à l'incertitude, bien sûr, qui reste forte, a confirmé Christine Lagarde, la présidente de la BCE. La Banque centrale table désormais sur une croissance de 3,9% en 2021 contre 5 estimés en septembre, suivi d'une accélération l'année suivante, on espère 4,2%. L'inflation pour sa part ne devrait pas dépasser 0,2% en 2020 et atteindrait progressivement 1,4% en 2023. Autre info, c'est la Fondation Gates qui injecte 250 millions de dollars supplémentaires dans la campagne internationale pour combattre la pandémie de coronavirus. Une partie de ces fonds sera consacrée à la distribution de vaccins dans les régions d'Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Nous avons de nouveaux médicaments et plus de vaccins potentiels qu'attendus pour le début de l'année, a déclaré Bill Gates dans un communiqué. Mais ces innovations ne sauveront des vies que si elles sont distribuées dans le monde entier. Le financement est l'une des principales difficultés en Afrique où sont situés des pays parmi les plus pauvres du monde. Effectivement, si on ne combat pas cette pandémie mondiale, on n'arrivera jamais à la combattre. Alors donc, autre info du jour, eh bien, environ 3500 emplois auraient été créés dans la finance en Île-de-France depuis l'annonce du Brexit selon une étude de Paris Europlace. Ces emplois proviennent soit de relocalisation d'équipes, soit de nouvelles décisions d'investissement. Un exemple, la banque américaine JP Morgan ou encore la banque japonaise Nomura, les filiales BNP Paribas et Société Générale ont transféré des équipes. Mais tous ces secteurs confondus, intégrant par exemple la santé, l'automobile ou bien encore l'agroalimentaire, eh bien, parviendraient à un total de près de 5000 emplois créés en Île-de-France depuis le référendum de 2016. En octobre, le cabinet de consultants EY parlait de plus de 7500 emplois disparus à Londres et au Royaume-Uni. Est-ce que ça vous semble crédible, Joël Durieux, vous qui étiez plongé dans la finance? Mais complètement, tout à fait. Il y a une carte à jouer pour la France, mais elle est déjà très bien positionnée en Europe, plus encore dans le cadre de ce Brexit. Et les chiffres qui sont énoncés montrent une réelle dynamique en faveur de Paris, de la France en général. Donc si les sièges sociaux étrangers ont décidé de s'installer à Paris, c'est parce que Paris a des atouts. Donc Paris Europlace l'explique très bien. Et notamment en matière d'infrastructure, mais aussi en matière d'environnement et
aussi d'innovation et de recherche. Donc les talents français s'exportent très bien à l'international. Mais aujourd'hui, on voit des investisseurs étrangers investir en France et non plus inciter les personnes à aller à l'étranger, mais ils viennent en France prendre des participations dans les entreprises françaises parce qu'elles sont performantes, elles sont dynamiques, elles ont une bonne résilience à la crise, comme on vient de le voir. Et la France est très bien positionnée, donc nous avons raison d'être optimistes sur ce plan-là. Et Paris Replace a raison d'enfoncer le clou sur ce sujet. Merci Joëlle Durieux. Vous êtes la jeune fondatrice de Lead Tech Club 101, association dédiée à l'accompagnement des entreprises. Autre information du jour, on va parler de la dette si vous voulez bien. 5 pays ont fait faillite en 2020, l'Argentine, l'Angola, la Zambie, le Liban, l'Équateur et l'Afrique du Sud est quand même un petit peu mal. Mais il y a aussi eu le Sri Lanka, la Tunisie et le sultanat d'Oman ou Bahreïn qui sont sous les programmes avec le FMI. La communauté internationale a déjà proposé de geler une partie des remboursements dus par 73 pays pauvres. Alors, les États-Unis, le Japon, l'Italie et la France, eux, figurent au premier rang des pays d'une dette sans précédent. Pour la Chine, c'est probablement du même ordre, mais on ne connaît pas les véritables chiffres. En tout cas, la dette mondiale sur la planète a bondi de 15 000 milliards de dollars durant la crise sanitaire, à cause des coûts, bien sûr, économiques. Elle atteint donc, cette dette mondiale, 277 000 milliards de dollars, la valeur de 4 années d'activité économique sur la planète, c'est-à-dire 365% du PIB mondial. Alors, quid de la France? Eh bien, en France, à fin 2020, la dette devrait compter pour près de 300% du PIB, quand on additionne État, entreprises et ménages. Mais c'est l'État qui représente la plus grosse partie, avec 120% du PIB. Paris a d'ailleurs reçu un avertissement de la Commission de Bruxelles sur ses finances publiques. Mais les citoyens français ont déjà commencé à rembourser la dette. Comment? Eh bien, tout simplement parce que l'épargne sur le livret A ne rapporte plus rien, par exemple. Et du coup, la théorie moderne de la monnaie est au cœur des politiques monétaires de la Fed et de la BCE depuis le début du confinement, nous indique François Dautefeuille du Cercle des analystes indépendants. C'est une nouvelle théorie monétaire qui prône une monétisation de la dette d'État des banques centrales pour sortir l'économie de la déflation afin de financer la crise liée au coronavirus. Alors cela ouvre la voie à une reflation des économies occidentales et cela peut avoir un impact majeur sur les stratégies d'investissement à venir. Cela pourrait remettre en cause la déflation et une certaine stagnation économique de ces 20 dernières années, aussi bien dans les pays occidentaux, notamment comme l'Italie. Cela ouvrirait ainsi le chemin d'un nouveau cycle économique basé sur une reflation des économies européennes vers leur PNB potentiel, donc c'est plutôt positif. Alors, vous êtes une spécialiste de la finance, Joëlle Durieux. On a envie de vous demander si pour vous, ça vous paraît optimiste. Bon, je suis spécialiste de la finance. Oui, ben bien sûr. De toute façon, on n'a pas le choix. Je dirais qu'il y a des drames qui se nouent sur tous les pays. C'est évident. Donc, il faut venir au secours de cette économie, puisque derrière, ce sont des drames humains. Hein, donc, on le voit tous les jours. Et puis, ce sont des morts. Hein, donc, voilà. On ne peut être qu'optimiste par rapport à l'ensemble de ces initiatives prises par tous les gouvernements, qu'elles soient financières ou qu'elles soient en matière de protection des personnes. Bien sûr, merci beaucoup pour ce commentaire. Dernière info du jour, allez, c'est le prototype Starship de SpaceX, la firme fondée par Elon Musk, qui malheureusement s'est écrasé hier lorsqu'il tentait d'atterrir, c'était mercredi plutôt, après un lancement d'essai pourtant réussi depuis le centre Boca Chica au Texas. Selon des images du test diffusées d'ailleurs en direct, la fusée détruite dans l'accident est un prototype autoguidé destiné à lancer le véhicule de transport lourd que développe SpaceX pour emmener des humains et jusqu'à 100 tonnes de fret sur la Lune et sur Mars lors de futures missions. Elle a explosé en fait en touchant terre sur une piste d'atterrissage après une descente maîtrisée. L'objectif de l'essai était d'atteindre une altitude de 41 000 pieds grâce à la première utilisation de 3 moteurs Raptor récemment développés par SpaceX. La compagnie a maintenu le flou sur la réalisation de cet objectif, mais Elon Musk a rapidement déclaré que la pression du réservoir de carburant de la fusée était basse pendant la descente, ce qui aurait provoqué une forte pression de la vitesse de descente. Allez, c'est la fin de nos infos du jour et je vous propose une promenade musicale. On revient dans quelques minutes.
C'est en direct sur Facebook. Vous êtes en direct sur Facebook, là. Bon, on me demande comment tu es connu Morgane parce que C'est une vraie politique en fait. Oui. C'est très bien. Ah oui, très bien. Du politique, de l'humain là-dedans, très clean. Ah ouais, c'est très bien. Ouais, c'est cool d'être là. Ouais, c'est sympa. C'est la première fois. Ouais. Carré, carré. C'est cool la petite truc sur les trophées. What I want for Christmas. Ouais, j'ai des souliers. Je sais pas s'il y a des L'actualité. Ouais, ça, c'est vrai. Philippe? Non, c'est ça. Oui. C'est ce qu'on fait depuis un Non, mais à partir de lundi. Vous avez froid? Non, Bah, on ferme, hein, sinon. Ok, on y retourne. On y retourne. J'attends. Nous voici de retour au bar de l'économie. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, c'est femmes capitaines de filière, femmes capitaines de pôle de compétitivité, de cluster. D'ailleurs, est-ce que cette différence a un sens ? C'est la question que je vais leur poser dans quelques minutes, car j'ai la chance d'avoir, dans quelques secondes même, car j'ai la chance d'avoir à mes côtés Joëlle Durieux, jeune fondatrice de Lead Tech Club 101, mais qui a été aussi la directrice générale du pôle de compétitivité mondiale finance innovation. J'ai la chance d'avoir Corinne Farras, déléguée générale du pôle de compétitivité TechTerra, pour accompagner la filière textile, et d'Élise Duret, chargée de projet et de l'animation du réseau France Cluster. Alors justement, Élise Duret, vous venez de terminer votre forum 100% digital, puisque maintenant c'est comme ça que presque tous les salons et forums se font. Et on a donc le nom des gagnants de vos trophées, les trophées Philex France. Alors dans la catégorie bas carbone, c'est l'entreprise BIM Énergie, pour sa production d'énergie solaire qui a été retenue. Et pour l'effacement du talon énergétique, on leur posera la question, on les fera venir à ce micro pour savoir ce que ça veut dire. Et ils sont soutenus par le pôle économique des industries créatives et culturelles Samoa. Dans la catégorie engagement sociétal entreprise en faveur du bien vieillir, c'est le projet Harry, aide résident intelligent, développé par l'entreprise Ozo AI, qui sont soutenus par le cluster Biotech Santé Bretagne. Donc c'est un système pour repérer si des personnes âgées tombent, par exemple dans un EHPAD, pour éviter qu'elles restent longtemps par terre et pour éviter aussi pour aider en fait le personnel soignant. Et dans la catégorie, la troisième et dernière catégorie, c'est les produits nouveaux de PME industrielles à fort impact territorial. Eh bien, le projet lauréat, c'est la première ferme marine d'Europe par l'entreprise Algo Lesco, soutenue par le cluster Brit Innov. Eh bien, j'espère bien qu'ils viendront présenter leurs produits l'année prochaine. Alors, Élise Duret, justement, vous êtes une association qui animait tout un réseau de clusters, mais ça réunit et les pôles de compétitivité et les clusters. Quelle est votre mission, finalement, si je puis dire ? Alors, effectivement, donc, nous, notre mission, on ne fait pas de distinction à proprement parler entre pôle de compétitivité et cluster pour répondre à votre question. Dans notre mission, puisqu'aujourd'hui, nous, on regroupe 200 ces structures, c'est 80 000 entreprises derrière, donc sur tout le territoire français.
Et notre mission, nous, c'est d'accompagner ces pôles et clusters, c'est de les aider à benchmarker entre eux, en leur apportant un petit peu de mise en relation, en les accompagnant sur des sujets spécifiques pour leur croissance, en leur permettant aussi de monter en compétences, puisqu'on a une offre de formation pour les accompagner, et globalement en portant un petit peu la voix des pôles et clusters, de leur dynamisme dans des actions un petit peu de lobbying auprès de différents acteurs institutionnels, de l'État, des ministères, de l'Europe, au niveau un peu plus local, et puis évidemment via des actions de communication, et vous l'avez très bien dit, effectivement, avec les trophées. On a eu notre deuxième édition de notre forum digital Filex, Filex pour les filières d'excellence et les écosystèmes territoriaux. Donc on est super contents, il y a eu 650 inscriptions, avec des trophées effectivement qui ont pour but de valoriser tout simplement des solutions innovantes d'entreprise qui sont soutenues par des clusters. Donc mettre un petit peu en valeur ce binôme, et donc on a eu 1600 votes sur ces trophées qui ont très très bien marché et qui montrent le dynamisme des pôles et des clusters. Alors rappelez-nous, qu'est-ce qu'un cluster quand même? Tout à fait. Alors un cluster, c'est donc une structure qui regroupe, c'est un réseau d'entreprises. C'est un réseau d'entreprises qui est sur une filière en particulier. On a deux très bons exemples autour de la table avec la finance et la filière textile. Donc sur un secteur géographique donné. Et le but, c'est d'aider donc les entreprises organisées en réseau pour créer du business, pour faire émerger l'innovation, et surtout aussi pour induire la coopération interentreprise. C'est-à-dire, Joël et puis Corinne en parleront mieux que moi, mais voilà, essayer de faire coopérer les entreprises entre elles, et puis également avec des institutions publiques, avec des scientifiques, des formations, etc. Alors aujourd'hui, autour de la table, nous avons donc le pôle textile et puis un pôle finance. Ça veut dire qu'il y a éventuellement plusieurs pôles textiles en France, ou bien c'est le seul adhérent à France Cluster? Alors, il peut y avoir plusieurs pôles ou clusters dans la même filière. Généralement, ils ne sont pas sur le même territoire. C'est ça, ouais. C'est une question de territoire. Ce qui veut dire que vous, Corinne Faras, vous pouvez accueillir des entreprises seulement au niveau de la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, ou bien si une entreprise est je dis n'importe quoi, en Bretagne ou en Île-de-France, elle peut adhérer également à votre pôle de compétitivité? Oui, il n'y a aucun souci. Oui, il n'y a aucun souci aujourd'hui, puisque nous sommes un pôle national, donc dédié à la filière textile. Après, on a d'autres pôles, comme vous l'avez précisé, qui ont gardé une dimension textile. Il y en a un dans le nord, qui s'appelle Eura Materials, qui a une dimension textile, mais pas que. Nous sommes très dédiés à la filière textile, donc au niveau national, sur différents marchés. Donc, il n'y a pas de problématique géographique, puisque nous avons aussi deux centres d'innovation allemands qui sont adhérents au pôle, qui viennent apporter leur contribution à la compétitivité des entreprises françaises. Ça, c'est très intéressant. Donc, c'est-à-dire, comment viennent-ils apporter l'innovation? Alors, aujourd'hui, quand plusieurs entreprises décident de développer un nouveau produit, elles doivent souvent s'appuyer sur des ressources extérieures. Ça veut dire que, globalement, elles ne savent pas ou elles ne peuvent pas développer ce nouveau produit seules. Et donc, l'objectif est de trouver ces ressources-là auprès des gens les plus ad hoc. Ad hoc, ça veut dire et à la fois techniquement et aussi en termes de compréhension des problématiques. Ce n'est pas toujours évident pour une université de travailler avec des PME, PMI, puisque la filière textile, c'est quand même 80% des entreprises font moins de 10 salariés. Donc on voit bien que c'est très compliqué, en tout cas en termes de langage, entre autres, de faire travailler des universitaires qui sont sur une vision à 20 ans, 30 ans, avec des entreprises dont le quotidien, c'est de boucler la trésorerie du mois. Et donc cette notion d'appropriation de langage entre les universitaires et les entreprises doivent être bien maîtrisées. Et donc on va chercher la ressource à ce niveau-là. Et donc, ce que vous voulez dire aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de collaboration entre l'universitaire et l'entreprise privée? Oui, alors sur la filière textile, aujourd'hui, nous avons depuis une quinzaine d'années que les pôles de compétitivité existent. Nous avons accompagné 215 projets de recherche d'innovation qui allient entreprises et centres de recherche universitaires pour un budget de 556 millions d'euros.
Et donc on voit bien aujourd'hui que la filière textile, qui est considérée plutôt comme une filière, on va dire, traditionnelle et sur lequel peu de gens savent qu'il y a énormément de compétences en France et en Europe, montre encore tout son degré d'innovation et la possibilité de développer de nouveaux produits. Oui, enfin, ça paraît très prometteur ce que vous dites, parce qu'on pensait au contraire qu'on avait perdu pas mal de savoir-faire. Donc finalement, vous dites non, on les a pas, on en a quand même... Non, aujourd'hui, il faut savoir que la France est le deuxième pays en Europe à produire du textile. Alors le textile, aujourd'hui, il ne faut pas le cantonner à la filière de l'habillement. Donc il y a une partie qui est l'habillement et l'ameublement, qui aujourd'hui est en train de relocaliser. Donc c'est une approche positive des choses, c'est-à-dire que on voit bien que le Made in France, il y a certaines marques comme 1083, un certain nombre de marques comme Nosc commencent à produire sur le territoire français. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis il y a tous les secteurs d'activité où le textile est présent et on ne le sait pas ou on ne le voit pas. Une des plus grandes entreprises qui est considérée dans le secteur du textile, c'est l'entreprise Michelin. Alors qu'on considère que l'entreprise Michelin est une entreprise de caoutchouc, mais en fait c'est un des plus gros tisseurs, puisqu'en fait dans chaque pneu il y a donc un tissage, une membrane tissée. Voilà. Donc le dernier Airbus qui a été conçu représente 50% de composite et donc de textile. Et donc on voit bien que la notion de textile, elle est très large et il faut vraiment la prendre dans sa globalité. C'est les mêmes façons de produire, mais on s'adresse à différents marchés. L'ameublement et la filière de l'habillement ou du luxe, c'est plutôt le style qui prédomine. Et sur les marchés tels que les transports, le bâtiment, tous ces secteurs-là, l'industrie, en fait, c'est plutôt l'expertise, la partie fonction. La partie technologique, j'allais dire. Innovation voilà. technologique. Innovation technologique, résistance des matériaux, etc., qui sont mis en avant. Mais globalement, c'est le même métier. Alors on dit aussi que le vêtement, puisqu'on pense évidemment tissu, quand on parle du textile, on pense, comme vous l'avez dit très justement, aux vêtements que l'on porte. Est-ce que là, il y a une interférence entre l'industrie qui recherche pour l'industrie finalement et le textile que l'on porte, moi je pense aux matériaux du futur, enfin c'est peut-être plus du futur d'ailleurs. Oui, bien sûr, aujourd'hui... C'est-à-dire au pull, au t-shirt qui chauffe, qui évite la transpiration. Tout à fait. C'est ce qu'on lit dans la fashion tech, c'est-à-dire l'utilisation de textiles qui étaient plutôt à destination, on va dire, du secteur de l'industrie, où on est en train de les appliquer au secteur de la mode. Et on voit aussi que la mode a des compétences très intéressantes sur la gestion, par exemple, des flux, puisque quand on voit que certaines marques font plusieurs collections par mois, ça montre une certaine agilité qui est peut-être transférable dans le secteur du textile technique, où on voit bien que Airbus, on n'est pas du tout dans les mêmes logiques de temps et de durée. Bien sûr. Aujourd'hui, on est sur ces dimensions-là. Bon, en tout cas, c'était très prometteur pour le futur. Merci pour tout ça, Corinne Farras. On a donc de belles entreprises peut-être à venir ici à ce micro l'année prochaine. On en reparlera un peu plus tard. En tout cas, le sujet du jour, c'est femmes capitaines de filière. Alors vous-même, comment vous êtes devenue à devenir des déléguées générales de ce pôle de compétitivité? Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce recrutement, puisque j'ai été recrutée, c'est il y a déjà plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans, oui. Je commence à avoir des cheveux blancs, pas mal. C'était pas ma question. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de dire, pour développer la filière, il faut peut-être avoir quelqu'un qui n'est pas issu de la filière, c'est-à-dire avoir des regards croisés. Un regard neuf. Des regards neufs, des regards croisés, puisque la filière textile est une filière qui existe depuis que l'homme s'habille, et donc qui est très structurée. Et donc dire, prenons quelqu'un qui n'est pas du sérail, pour justement apporter des visions différentes. Et donc au sein de l'équipe de Tektera, nous avons quasiment que des gens qui n'ont jamais travaillé dans le textile, pour apporter ce regard croisé et travailler sur ce qu'on appelle open innovation, aller chercher des compétences en biologie, en électronique,
pour qu'on puisse continuer à accompagner au mieux l'entreprise, enfin la filière textile. La filière textile. Et du coup, on vous a débauché ou bien vous avez répondu à une annonce? Non, comment ça s'est passé? J'ai répondu à une annonce. Tout simplement. Tout simplement. Et puis après, c'est le parcours classique du candidat voilà, c'est ça. Qui part en rendez-vous pour... voilà. C'est ça. Alors, on va poser la même question à Joëlle Durieux. Comment êtes-vous venu à devenir capitaine filière de la finance, en plus un milieu hyper masculin? Très. Oui, donc je sortais de 14 ans de direction de compagnie d'assurance au sein du groupe HSBC, historiquement CCF, dirigé par Charles de Croisset. Et en sortant donc de ce groupe, donc Paris Européen, donc recherché pour la création du pôle de compétitivité, donc dès le départ, donc un secrétaire général. Et donc je me suis présentée puisque je me suis dit tiens, une page blanche à nourrir et pourquoi pas. Et j'aime l'aventure et j'aime surtout l'aventure humaine. Et dans le pôle, pour le coup, j'ai été très gâtée, puisque au-delà des innovations technologiques et algorithmiques et tout ce qu'on peut trouver en termes d'innovation au sein des pôles, ce sont les individus qui font les projets, qui font les entreprises. Et les pôles de compétitivité, et bravo pour cette émission qui met l'accent sur les pôles et les clusters ou les grades d'entreprise. Merci beaucoup. Ce sont des pôles, ce sont des endroits où la transversalité et l'intelligence collective priment. C'est pour ça qu'on parle d'écosystème, c'est-à-dire que quand vous rejoignez un pôle, vous n'êtes pas seul. Moi, j'étais donc longtemps dans un grand groupe qui était plutôt top-down. J'avais la chance d'animer, donc j'étais plutôt un bon poste pour créer des vraies dynamiques au sein de ce groupe, en matière d'assurance spécifiquement. Mais au sein des pôles de compétitivité, c'est vraiment la compétition et la coopération et l'entraide qui prévaut. Et j'encourage les jeunes et les femmes à venir voir ce que font les pôles. Ils ne s'y sentiront pas seuls, bien au contraire, ils seront épaulés par l'écosystème, où tout un chacun est tour à tour client, fournisseur, partenaire. Et je trouve que ce sont des endroits absolument formidables. Et en plus, ils donnent la vision la vision stratégique, où va l'industrie concernée par le pôle. Il y a différentes thématiques couvertes par les pôles. Et donc, ce sont des visions stratégiques en matière de transformation, par exemple, digitale, et sous l'impact de l'intelligence artificielle, de la blockchain, de tous ces gros mots, du machine quantique, de la data, du cloud computing. Dont on parle beaucoup à ce micro, d'ailleurs, ici. Exactement, autant de technologies dont les mots sont assez barbares, mais qui sont très présents aujourd'hui dans tous les projets de tous les groupes industriels et de services en France. Et les pôles sont la vitrine de cela. Mais dans les pôles, les projets sont incarnés par des hommes et des femmes, par des jeunes et des moins jeunes. Et c'est là où, je dirais, c'est vraiment le sel du pôle. Les pôles de compétitivité sont des instruments de politique publique pour l'innovation et la recherche extraordinaires en France en matière de compétitivité et d'emploi. Rappelons que le pôle finance innovation que j'ai quitté, que j'ai animé pendant 13 ans et que j'ai quitté en juin 2020, a encouragé donc à accompagner la croissance de plus de 600 startups, à aider de façon directe ou indirecte à lever 1 milliard d'euros pour la croissance de ces projets et à contribuer à la création de 9000 emplois. Donc, ce qui veut dire, alors pour vous, bien sûr, si je vous dis, est-ce que le pôle de compétitivité a un sens, vous me dites oui. Clairement. Est-ce que vous voyez une différence entre cluster et pôle de compétitivité? Alors, les pôles de compétitivité ont devoir rendre compte à l'État de tout ce qu'ils font, ou à la région aujourd'hui. Et donc, ce sont des reportings très stricts, puisque c'est quand même, ils bénéficient aussi de l'argent public. Donc, voilà, donc il y a un reporting très strict. Les clusters, c'est plus des écosystèmes locaux, où effectivement, à l'instar des pôles, les gens se regroupent pour animer le territoire. Alors, ils ne rendent pas compte à l'État, mais peut-être à la région s'ils bénéficient de subventions publiques aussi. Donc, c'est assez proche. Disons que les pôles sont vraiment centrés sur l'innovation et la recherche. Aujourd'hui, donc, avec la maturité des pôles, on est plus sur des entreprises de croissance avec une certaine maturité. Et d'ailleurs, l'État souhaite accompagner, à travers ses programmes French Tech, ces entreprises de croissance vers l'ETI, l'entrée en bourse, la licorne. Dans les territoires, on est plus sur l'animation territoriale, la création d'emplois et la dynamique locale. Bien sûr. Mais en même temps, ça peut faire un petit peu peur de se retrouver avec son concurrent direct. Ah, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, on se benchmark. Mieux vaut savoir qu'on va dans le mur tout de suite avec un concurrent vis-à-vis duquel on prend ses marques et on se benchmark que de foncer dans le mur et au bout de quelques mois ou années
tromper. Donc au contraire, le pôle de compétitivité, les clusters, les grades d'entreprise sont de formidables endroits pour, avant de démarrer, se benchmarker. Et où s'épauler à travers, donc, je dirais, des chaînes de valeur, car des entreprises, par exemple, adressent des vrais micro-sujets, mais ce sont des micro-sujets qui, ensuite, toutes ensemble, adressent des sujets d'ampleur dans les grands groupes qui se transforment. Et d'ailleurs, les grands groupes sont les premiers clients de ces startups et sont les premiers pilotes des solutions proposées par ces startups. Merci Joël Durieux. Corinne Farras. Alors, pour compléter ce que vient de dire Joël, je pense qu'aujourd'hui, le fait que deux entreprises concurrentes travaillent ensemble, elles vont avoir un marché plus grand. Donc, elles vont se partager un gâteau plus grand. Et donc, il vaut mieux aller à deux que d'y aller seul sur un petit marché. Donc, on est plutôt sur cette dimension-là, sur on va développer ensemble. Derrière, le marché sera peut-être pas régional, national, mais peut-être international, et peut-être, quand je dis pas européen, mais international. Et donc, il vaut mieux qu'on y aille à deux. Et donc, ça sécurise et à la fois les entreprises et ça leur donne une dimension de croissance plus importante, ou plus ambitieuse. Joël Durieux. Oui, rappelons que les pôles de compétitivité ont une vocation mondiale et qu'ils accompagnent l'essor des groupes, enfin des entreprises en Europe et à l'international. Alors vous avez pris vous étiez délégué général du pôle finance, donc un milieu d'hommes, comme je le disais tout à l'heure. Comment vous avez été accueillie en tant que femme? Très bien. Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans tout mon parcours professionnel, je dois le dire. J'ai été entourée d'hommes qui étaient promotion des femmes. J'en citerai un seul parce que je ne peux pas les citer tous, mais Charles de Croisset au CCF était non seulement un capitaine d'industrie que tout le monde connaît, mais aussi pour la promotion des femmes dans son groupe. Et j'ai été la première femme à être nommée DG d'une filiale assurance qui, lorsque je suis partie, gérait quand même 14 milliards d'euros d'encours. Et il était formidable à ce titre. Et je dirais que dans mon parcours professionnel, sur ma trajectoire, je n'ai rencontré que des personnes qui étaient vraiment pro-femmes. Donc je ne peux pas dire que je me suis heurtée à une misogynie particulière. Alors évidemment, j'ai pu observer des freins à l'essor des femmes dans certains coins du secteur financier, mais bon, comme partout. Comme partout. Alors, Élise Duret, vous avez un regard plus général, vous, sur la France entière, puisque vous êtes l'Association française des clusters et des pôles de compétitivité. Quelle évolution de la place des femmes dans les filières? Est-ce que c'est très disparate selon les filières? Est-ce que vous avez une idée? Alors, effectivement, c'est très disparate, voire pas très bon, en fait, sur l'évolution de la présence des femmes dans les entreprises, des filières, de manière générale. Alors, effectivement, ça va peut-être un petit peu rebondir sur le portfolio qu'on a sorti et puis l'objectif qu'on a voulu lui donner. En fait, comme l'a très bien dit Joël, j'ai beaucoup aimé la manière dont elle a décrit ce qui se passe dans les pôles, dans les clusters, leur vocation, l'aspect un petit peu prospective. Et donc, c'est des choses très chouettes qui s'y passent. Et ce qu'on veut aussi montrer, c'est que dans des filières dites très masculines ou dans des filières qui n'attirent absolument pas certains profils, je parle de mécanique, je parle de métallurgie. De profils féminins, vous voulez dire? Les femmes ont féminins. du mal à taper aux portes. Pourtant, les entreprises, elles les accueilleraient volontiers pour certaines. Exactement. Et voilà, donc on a voulu un petit peu promouvoir ce dynamisme aussi auprès d'un public féminin, d'autant plus qu'on part d'un constat qui est assez difficile actuellement, c'est des grosses difficultés de recrutement pour toutes les entreprises. Et en fait, en se privant finalement d'une part féminine de compétences, c'est pas quelque chose qu'elles peuvent faire. Il y a vraiment des gros soucis de recrutement. Il faut que les femmes soient plus présentes dans les formations techniques. Donc, femmes, si vous nous entendez, eh bien, tapez aux portes. Est-ce qu'on peut taper aux portes carrément des pôles de compétitivité et des clusters pour trouver un job? Ah oui. Joël Durieux. Élise, moi je crois qu'on a vu, ça a été dit que donc les petites entreprises ont une belle résilience malgré tout. Pas toutes, mais la plupart. Et oui, on peut taper aux portes, bien sûr, puisque Élise vient de le dire, elle recrute énormément. Et 2020 c'est confirmé sur cette tendance de recrutement. Donc oui, la réponse est oui. Et pour compléter, aujourd'hui, les pôles et clusters font des actions sur l'emploi. Oui. Donc, ils déjà valorisent les emplois disponibles dans leurs entreprises, ils font des répertoires, des catalogues, ils diffusent des annonces, ils font aussi beaucoup de choses pour l'attractivité de leur filière et attirer les talents, jeunes comme moins jeunes. Donc, complètement, les pôles et clusters sont des portes où taper
rentrer dans les filières. Est-ce que les pôles et clusters vont même dans les lycées pour présenter les filières ou dans les collèges, je ne sais pas? Parce que finalement, il y a l'orientation en troisième. Il y a les deux niveaux. Donc effectivement, ça c'est une des actions en fait que nos femmes capitaines de filière, nos 16 interviewées au sein du book qu'on a fait, nous ont dit en fait une des grandes actions en tout cas c'est l'éducation. Éducation. Et donc premièrement dans l'enseignement supérieur. Donc effectivement, elle crée des coopérations avec des grandes écoles, des universités, elle monte des programmes d'innovation pour les étudiants. Elle participe également, elle valorise les métiers, elle intègre les CA. Donc ça, c'est l'enseignement supérieur et c'est super. Mais en fait, ce qu'elles disent toutes, c'est que c'est presque une cible déjà un petit peu passée sur laquelle agir. En fait, il faut aller bien en amont, il faut aller dans les lycées, dans les collèges, limite dans les primaires, et commencer un petit peu à diffuser, à donner l'exemple, à casser les stéréotypes, parce qu'en fait, c'est là que ça commence. Et certaines, par exemple, nous parlaient de pourquoi pas donner des poupées programmables dans des écoles pour justement donner des idées aux filles, aux jeunes filles, aux jeunes garçons, essayer aussi d'avoir un impact sur les parents comme sur le corps enseignant. Parce que finalement, vous avez fait un book, vous avez interviewé, si je puis dire, un certain nombre de femmes chefs, capitaines de filières industrielles ou pas, mécaniques ou autres. Et c'est comme ça que vous arrivez à cette conclusion. Tout à fait. Alors notre book, on l'a réalisé, là il est sorti après l'été. Donc c'est 16 interviews de femmes capitaines de filières, c'est-à-dire des directrices ou des présidentes de pôles, de clusters, issues des filières dites assez masculines dans la perception du grand public. Vous pouvez les détailler, ces filières? Bien sûr. Je peux les détailler et puis peut-être même vous donner les constats qu'on a pu en faire, parce que donc du coup il y a eu deux dimensions. Nous en fait on a voulu interviewer ces femmes sur leur parcours, sur ce qu'elles ont fait, comment elles vivent leur carrière en tant que femmes, et donc pour donner un petit peu envie d'écrire les filières, et surtout qu'elles nous parlent de la parité hommes-femmes dans leur filière au sein des entreprises. Donc il y a vraiment deux dimensions, et c'est là où ce que je disais tout à l'heure était un petit peu accablant, c'est que finalement les chiffres sont assez mauvais quand il s'agit de la parité dans leur filière. Donc finalement, la conclusion de ce que vous venez de dire, après on va détailler bien sûr, c'est que c'est dès le collège qu'il faut aller former les jeunes aux filières industrielles en fait. Voilà, dès le collège, donc là, même primaire parfois, et pour essayer dans 10, 15 ans, arriver à une meilleure équité des diplômes en fait. Alors donc rentrons dans le détail si vous voulez bien, des filières en tension, on va dire ça comme ça. C'est ça. Alors, moi j'ai repris un petit peu une moyenne. En fait, on considère qu'un secteur est dit mixte s'il compte au moins 30% de présence des deux sexes. Et donc la mixité des métiers, en fait, c'est la première étape vers l'égalité. Et en fait, on se rend compte, effectivement, en interrogeant nos femmes, qu'on est loin d'y être pour le moment. Alors, je peux citer l'exemple du bâtiment. Par exemple, on a interviewé le cluster éco-bâtiment qui nous disait que 12% de femmes dans les métiers du bâtiment, et sachant qu'elles sont rares sur les postes de direction. Même si on note une évolution un petit peu positive avec l'arrivée de femmes dans différents métiers comme les bureaux d'études, des métiers un petit peu plus commerciaux. Mais pareil, niveau formation, on comptait encore que 30% de femmes dans les écoles d'ingénieurs en 2019. Et en fait, la directrice, la DG, en l'interviewant, elle a très bien explicité tous ces chiffres en fait, en nous parlant de son réseau. Il y a seulement 9 femmes chefs d'entreprise dans son réseau sur 136 entreprises. Effectivement, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Je peux citer aussi l'industrie mécanique. Là, on parle de 20%. Donc là, c'est très large, la mécanique. Mais toujours, la représentativité est d'ordre de 20%. Sur la logistique, on a interviewé le cluster logistique Seine-Normandie qui nous disait que c'était très peu féminisé, de l'ordre de 16% de femmes, avec des difficultés de recrutement en fait, à tous les niveaux hiérarchiques. La filière automobile, on n'a pas de chiffres précis, mais il y a quand même peu d'évolution dans la représentativité des femmes, bien qu'on ait bon espoir, parce que la filière se transforme. Je voyais nous parler de transformation digitale, etc. On parle de véhicules autonomes connectés, donc ça apporte de nouvelles compétences. Là, il y a quelque chose qui peut se passer. Et puis tout le monde, si on veut être dans le commercial, tout le monde peut vendre des voitures, une femme comme un homme.
Voilà. En Et ça, plus. On voilà, n'est pas obligé de faire de la réparation. Il y a d'autres métiers dans la mécanique automobile. Mais c'est une excellente remarque parce qu'en fait, on se rend compte aussi que dans toutes les filières, il y a des métiers qui sont très cloisonnés en fait. Et les femmes sont plutôt présentes sur des fonctions support et pas forcément sur des postes techniques, encore moins dans la direction, encore moins dans les CF. Voilà. Je peux continuer un petit peu. Hein. On a interrogé aussi la filière de la métallurgie. 28% de femmes qui opèrent dans ce secteur, selon l'Observatoire de la métallurgie. L'aménagement de la montagne, on est sur une part de 11%, seulement 11% des femmes dans la filière. Et donc ça, c'est les filières, entre guillemets, les moins bien notées. Et en fait, on se rend compte que certaines filières sont un petit peu mieux dotées de la présence des femmes, mais qu'en fait, il y a d'autres problèmes. C'est pas tout rose. Et par exemple, la plasturgie et composite, la parité de la filière est plutôt bonne. On a 56% d'hommes versus 44% de femmes. Et encore une fois, là, on tombe dans des répartitions qui sont très, très marquées au sein des métiers, à la post-production et aux opérations secondaires. Les femmes sont majoritaires et pas sur le reste des métiers. Pareil pour le numérique, hein, il y a une certaine parité. Nous a raconté Agnès Passot du cluster digital Aquitaine. Mais encore une fois, la question des métiers se pose et surtout, encore une fois, dans les formations du numérique, elle déplore vraiment l'évolution et les chiffres qu'il y a dans les formations Bac plus 2 à Bac plus 5. Il n'y a que 5 à 15% de femmes selon les formations depuis les années 80. Et une dernière petite chose, évidemment, c'est la question des salaires. On a bien sûr posé la question. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une grosse différence, donc, justement, entre hommes et femmes à un même poste ? Alors, ce qui est ressorti, c'est que dans certaines filières, oui. Alors, on a l'exemple, par exemple, de la recherche et santé, le cluster Eurobiomède, qui nous disait qu'il y avait une différence. J'ai pas de chiffres là-dessus. Dans la chimie, un écart d'environ 15%. Par contre, là, entre rémunération de femmes et celle d'hommes. Voilà. Mais finalement, Élise Duré, on a envie de vous demander, mais de toute façon, la progression de la part des femmes dans toutes ces filières, c'est aussi une question de responsabilité de l'État. Donc, qui peut intervenir? Parce que ça concerne le ministère de l'Éducation, ça concerne le ministère sans doute de l'économie, de l'industrie. Comment faire pour y remédier? Alors, il y a des choses qui se passent et c'est une excellente question puisque effectivement, on a eu la chance en fait d'avoir le soutien du ministère de l'économie et des finances de la relance au travers de la préface d'Agnès Pannier-Runacher, qui est aujourd'hui donc la ministre déléguée de ce ministère chargé de l'industrie. Et donc ce qu'elle nous dit aussi, c'est qu'elle, de son côté, a lancé des initiatives pour réunir des femmes ambassadrices, pour justement créer des collectifs. Donc on parle notamment du grand défi industriel dont elle est à l'initiative, pour partager. Elle a également sorti un guide de bonnes pratiques innovantes en matière d'égalité hommes-femmes dans les entreprises. Ça c'est tout récent, c'était en juillet dernier. En fait, ce sont des initiatives qui sont sorties vraiment il y a quelques mois. Et pour justement faciliter un peu le passage à l'acte, entre guillemets. Donc il y a des choses qui se passent également au niveau de l'État, tout à fait. Et donc là, vous pensez il y aura quelque chose de particulier mis en place dans les collèges, par exemple, ou dans les lycées? Alors ça, je peux pas. On ne sait pas pour le moment, c'est trop. C'est trop tôt. Pour le moment, moi, je ne saurais pas répondre à cette question. Par contre, ce qui est très mathématique, c'est si nos 200 pôles et clusters qui regroupent 60 000 à 80 000 entreprises font des actions de sensibilisation, de promotion de la parité homme-femme, l'impact est énorme, c'est très très mathématique, et donc chaque action de nos femmes capitaines de filière compte, et c'est ça qui est intéressant de voir. Et donc, alors du coup, on va poser la question à nos deux femmes, finalement, chefs de filière. Est-ce que vous, dans le textile, vous faites la tournée des collèges? Comment vous répartissez les entreprises dans les collèges et dans les lycées? Comment faites-vous? Alors nous, on a une petite spécificité, c'est que l'histoire du textile est d'abord basée sur un travail des femmes, puisque les femmes, après avoir travaillé dans les champs, tissaient. Elles avaient un métier à tisser, donc en fait, on est parti sur la partie production, où on a plus de femmes que d'hommes au départ. Et
Aujourd'hui, il faut savoir que la filière textile en Europe va recruter 650 000 personnes pour 2025, 50 000 en France. Et donc il y a de très bonnes perspectives d'emploi dans le donc textile. il y a de très bonnes perspectives. La problématique, ce sont des PME, des entreprises de moins de 10 salariés, donc c'est pas facile de trouver rapidement un emploi puisque le tissu est fragmenté. Et quand on cherche du travail, c'est difficile en fait, C'est ça. Parce qu'on ne les connaît pas, ces C'est entreprises-là. exactement ça. Alors aujourd'hui, il y a une initiative qui est nationale, qui s'appelle French Tech, qui un système donc, qui est partagé par les organisations professionnelles, les pôles de compétitivité sont parties prenantes comme les écoles. Aujourd'hui, c'est un lieu unique où vous avez à la fois des offres d'emploi et la possibilité d'avoir des CV à disposition. Donc ça, c'est un premier point. Puis on se partage, on va dire, les postes entre la partie innovation. Donc nous, on est plutôt sur la partie ingénieur. Donc on fait de la sensibilisation à la filière dans des écoles d'ingénieurs, des lycées. On a même fait des rencontres avec les conseillers d'orientation il y a quelques années pour expliquer attention. À l'époque, c'était jeux vidéo. Et voilà, en disant jeux vidéo, il n'y a pas forcément de place, mais sachez, dans le secteur du textile, il y a. Donc il y a cette partie-là. Et les syndicats professionnels, eux, travaillent plutôt sur les profils production jusqu'à Bac+2. Donc aujourd'hui, la filière textile est structurée depuis 1 ou 2 ans sur les aspects recrutement. Il y a de la place pour des femmes. Aujourd'hui, ce qu'on essaie aussi de travailler, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui vont sur le secteur de la mode, du style. Et l'objectif pour nous, c'est aussi de les réorienter sur des postes aussi importants, puisque le secteur du textile, que je l'évoquais, dans l'aéronautique, tout ça, il y a aussi des possibilités pour les femmes. Alors ça, c'est très intéressant. On va poser la même question, Joël Durieux, pour la partie finance, donc le monde de la finance, qui est en pleine révolution, en fait, en ce moment. Quelles sont les perspectives d'emploi pour les femmes, en particulier, ou d'emploi en général? 3 choses dans le secteur financier. Tout d'abord, la proportion des femmes dans le secteur financier, je pense par exemple au secteur de l'assurance, est supérieure à celle des hommes en général. En revanche, dès que l'on monte, effectivement, ceci n'est pas vérifié. C'est-à-dire que l'entonnoir de la responsabilité des postes réduit la place des femmes, c'est ça que vous voulez dire? Dans les conseils d'administration, les postes à direction générale, il y en a beaucoup moins. Donc voilà, il y a encore des marges de progrès. Même si donc c'est un secteur très féminisé. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est un secteur en complète transformation. Et donc, il faut que ce secteur soit à l'image des femmes et des hommes qu'il sert. Et donc, forcément, les femmes sont importantes pour définir les produits de demain et les services de demain. Donc, c'est un secteur qui recrute, il n'y a pas de problème. Encore une fois, encore faut-il que les femmes s'intéressent aussi donc, aux stratégies de ces institutions financières qui sont très porteuses, comme Corinne l'a dit dans le textile, mais c'est la même chose, c'est tout à fait vérifié dans le secteur financier, mais c'est vrai qu'il faut s'intéresser aux stratégies de ces banques et de ces compagnies d'assurance, et les pôles, donc les clusters sont là pour ça. Alors, je dirais que les femmes, en plus, ont des réflexes par rapport aux hommes différents. On l'a vu, par exemple, dans le traitement de la crise du Covid, où les pays dirigés par les femmes donc, ont géré mieux la crise que les pays qui ont été dirigés par des hommes. Je rappellerai la citation de Madame Lagarde, Christine Lagarde. Si Lehman Brothers s'était appelé Lehman Sisters, eh bien l'économie se serait probablement mieux portée. C'est la vérité. Voilà, donc on a besoin des femmes. Alors en revanche, moi je parlerai à l'accès des fonds. Là, pas de très bonnes nouvelles, puisque le rapport du BCG, Boston Consulting Group, a pointé que depuis 2008, les startups dirigées par des femmes ont levé la proportion de startups dirigées par des femmes est de 2% en matière de levée de fonds contre 89% pour les hommes. Et les investisseurs, lorsqu'ils interrogent un homme et lui demandent quel est le potentiel de son activité, et lorsque malheureusement ils interrogent une femme, ils demandent quel est le risque de son activité. Donc on voit qu'il y a un mindset à changer, un état d'esprit à revoir de fond en comble, parce que voilà, ça c'est historique, c'est dans l'ADN et dans le réflexe de beaucoup de gens, mais il faut changer cela en profondeur. Donc en fait, ce que vous voulez dire, c'est que finalement le financement de l'économie de demain a du mal à se faire si on est une femme dirigeante, parce qu'on a du mal à accéder aux levées de fonds. Ah ben complètement. Donc en fait, vous avez par exemple des sociétés de gestion comme Mirova qui n'investissent que dans des fonds où la part des femmes est importante, et notamment les femmes au pouvoir.
chiffres-là. Vous avez des indices qui sont, par Bloomberg, qui sont générés à l'échelon mondial pour inciter effectivement donc l'accès des femmes à des postes de direction. Donc vous avez par exemple aussi la Banque de France qui cet été a signé une charte d'engagement pour la mixité, l'égalité des chances et la lutte contre les discriminations. Donc on voit qu'effectivement il y a une dynamique, mais on est loin du compte. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand on est une femme et qu'on a besoin de fonds finalement? Est-ce qu'il faut aller auprès de business angel entre guillemets comme le font ceux dont vous venez de parler, Mirova, vous avez dit? Est-ce qu'il faut aller voir ce type d'aides qui sont vraiment dédiées aux femmes ou est-ce qu'il faut... C'est difficile de taper à la porte des banques si elles nous ferment la porte. On fait comment? Je ne dirais pas que ce sont les banques qui ferment les portes, mais je dirais que c'est un état d'esprit global déjà. Pour rebondir sur ce qu'a dit Élise, en matière d'animation des femmes dans les clusters et les pôles, typiquement par exemple Finance Innovation avait créé un trophée femmes qui s'appelait Ladies of FinTech. Fintech, finance et technologie, donc c'est une start-up financière. Et la femme qui avait eu ce trophée, je vais la citer, c'est Adina... je veux la citer, et brusquement son nom m'échappe. Adina Grigoriou, pardon. De 3 ans à 7 allocation, qui disait, elle a été donc nominée, et donc elle disait, je suis enfin un homme comme les autres. C'était le cri du cœur, lorsqu'elle a reçu son trophée, qui en dit long sur son état d'esprit et l'état d'esprit des femmes dans le milieu masculin en général. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, les femmes s'organisent en réseau aujourd'hui. Donc on a parlé de la force des réseaux des écosystèmes. Bien sûr qu'il y a énormément de réseaux femmes aujourd'hui, je dirais des réseaux puissants, mais de femmes puissantes. Oui, par exemple le réseau femmes chefs d'entreprise. Mais oui, mais tout à fait. Mais vous avez des financiels, le réseau Lila, le réseau Axiel. Le réseau économique féminin avec lequel on a co-signé le... Voilà, exactement. Enfin, vous en avez énormément. Vous allez sur le site sur Internet, vous les trouvez. Vous avez des business angel femmes, des réseaux de business angel femmes. Donc, oui, les écosystèmes féminins s'organisent pour effectivement contrer ce problème, mais c'est un problème. Et donc ça reste un gros problème. Ouais. Et donc finalement, le meilleur conseil à une femme chef d'entreprise si on a besoin de fonds, c'est quoi? C'est de se regrouper vers des réseaux de femmes chefs d'entreprise finalement, peut-être? D'une part, mais aussi... Ou de faire partie de plusieurs réseaux? De faire partie de plusieurs réseaux. Il faut savoir travailler avec plusieurs écosystèmes. Aujourd'hui, on vit dans des écosystèmes. Voilà. On n'a pas le choix. Oui, non, mais c'est même une force, l'écosystème. Quand vous êtes salarié dans un groupe quel qu'il soit, c'est top-down, vous êtes à un poste, derrière votre micro, et toute la journée, vous ne sortez pas de votre univers. Quand vous êtes dans un écosystème large, comme dans les pôles de compétitivité, vous vous adossez à toute la force de l'écosystème, et bien les femmes vont être reconnues forcément par cet écosystème, et dans toutes ses dimensions. Donc forcément, elles arriveront à lever des fonds, parce qu'elles seront portées par l'écosystème qui encourage autant les hommes que les femmes. Le problème, elles vont répondre, oui, mais ça prend du temps. Moi, j'ai pas le temps, il faut que je développe mon entreprise. Et je suis une femme, j'ai les enfants, j'ai la famille, j'ai les courses, je sais pas, enfin, j'ai tout ça à gérer. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Déjà, il faut qu'elles s'imposent. Déjà, il faut qu'elles s'imposent. Quand on fait pitcher, par exemple, les start-up financières au moment des trophées, on voit beaucoup d'hommes. Et moi, lorsque j'étais en poste, je disais, mais venez avec des femmes, et je ne veux plus voir d'hommes. D'abord, je ne veux plus voir de brochettes d'hommes sur les tables rondes. C'est devenu... c'est pas possible. Et donc, je disais aux CEO d'entreprise, aux chefs d'entreprise, faites venir une femme. L'année dernière, donc parmi tous les hommes qui ont pitché pour avoir le trophée de la FinTech de l'année, qui vient d'ailleurs d'être remis le 9 décembre, eh bien, à un moment donné, un CEO était absent, il a fait venir sa directrice du marketing, c'est elle qui a pitché. Elle était remarquable, finalement elle a gagné. Donc il faut que les femmes s'imposent, vraiment, et dans tous les sens du terme, et qu'elles osent. Voilà. Et alors effectivement, il faut de l'énergie, on sait que les femmes ont la double peine le professionnel, personnel, avec une charge mentale supérieure, mais en même temps, elles ont de la volonté, elles ont de l'énergie, elles ont envie, elles le montrent, puisqu'elles ont de l'énergie à la fois chez elles et au travail, mais il faut aller encore plus loin, il faut qu'elles s'imposent. Il faut qu'elles s'imposent, quitte à ce que leur patron ne soit pas d'accord? C'est pas grave, moi je me suis imposée tout le temps, je peux vous le dire. Et patron d'accord ou pas d'accord, je me suis imposée et tout le monde, ceux qui m'écouteront vont me reconnaître. Effectivement, il faut s'imposer. Oui, il faut oser, il faut s'imposer. Le monde est aujourd'hui composé de 50% de femmes et d'hommes. Il n'y a aucune raison qu'elles ne s'imposent pas et qu'elles ne soient pas là où elles ont envie d'être. Élise Duret, vous voulez compléter? Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est ressorti de la part de nos 16 interviewés. Alors, il y a des difficultés, il y a des freins, ça il ne faut pas le nier. Mais par contre, ce qui était assez surprenant au travers de ces interviews, c'est que le mot autocensure est ressorti une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois.
Et donc c'est en ça que je rejoins complètement Joël. Et pour autant aussi, donc, effectivement, faire partie de réseaux féminins notamment, mais tout en ne devant pas non plus se cloisonner. En fait, c'est vrai que cette question de la parité homme-femme, elle est aussi très reliée à la question de la diversité en général. Et pour une entreprise, mais aussi plus largement, il y a des études qui montrent que la diversité des profils, que la diversité des sexes, c'était quelque chose de très positif en termes de performance. Donc effectivement, il y a quelque chose à combler, comme le disait Joël, mais voilà, il faut aussi avoir cette idée de diversité sans pour autant trop cloisonner non plus les choses. C'est aussi ce qu'elles disent. Et elles se sentent très à l'aise dans des milieux d'hommes, au milieu d'hommes, et donc pour faire un job de tous les jours. Bien sûr, une femme chef d'entreprise ou même à des fonctions à responsabilité, elle est habituée de toute façon à discuter et à s'entourer d'hommes. La différence, elle est complètement gommée enfin pour moi, elle est complètement gommée à notre époque, non? Bien sûr, regardez en Finlande ce qui se passe. Joël Durieux. Merci. Regardez en Finlande ce qui se passe au niveau du gouvernement. Vous avez plus de femmes que d'hommes. Vous avez des femmes à des postes clés, comme l'intérieur, comme l'éducation, comme la santé. Et vous avez une femme Premier ministre, et toutes ces femmes ont moins de 35 ans. Et ça se passe très bien. Donc, prenons exemple sur les pays nordiques, qui sont d'ailleurs en pole position sur la parité homme-femme. Voilà, sachant que la France n'est même pas dans les 10 premières. Donc, c'est l'Allemagne qui arrive en 10e, mais tous les pays nordiques sont en pole position. Alors, on l'a bien compris, donc il y a une grosse place à prendre pour les femmes, hein, on vient d'en parler. Il y a beaucoup d'emplois à pourvoir, hommes et femmes, en fait, dans tous ces milieux des pôles de compétitivité et clusters en France, quels que soient les secteurs d'activité d'ailleurs. Moi, j'ai envie de poser une question sur l'âge. Parce qu'on dit, il faut des jeunes, il faut que les jeunes, bien sûr, il faut que les jeunes travaillent. Mais qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ont plus de 50 ans, plus de 55 ans? On en fait quoi? Parce qu'eux aussi, ils ont envie de travailler. Eux aussi, à notre époque, ils sont en pleine forme. Qu'en est-il de l'âge? Élise Duret. Alors, question difficile. Question très difficile. Déjà, à l'échelle de nos interviewés, on avait tout type d'âge. On avait des jeunes accédantes à des postes de direction. On avait des présidentes avec quelques années d'expérience derrière elles. Voilà, elles ont pas tant parlé de l'âge que ça, à part au travers des femmes, des jeunes filles dans les filières, dans les diplômes techniques. Voilà, où là il y avait clairement un manque, et donc du coup il y a un manque sur le marché du travail pour les jeunes profils. Moi, je vous pose cette question parce que quand quelqu'un répond à une offre d'emploi, on veut toujours le bras qui manque, la 5e roue, comme on dit. Voilà. Et donc, on trouve toujours, on est beaucoup moins ouvert en France qu'aux États-Unis. Au lieu d'essayer avec quelqu'un, non, on a peur, on préfère lui dire non, plutôt que de le faire essayer 1 mois, 15 jours, je ne sais pas, au moins, voilà, lui laisser sa chance. Et on dit non. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Joël Durieux, ou est-ce que vous prêchez le contraire? Non, je suis d'accord avec vous, mais c'est dramatique. Moi, je vois par exemple au sein des grands groupes, d'abord, les grands groupes sont remplis de talents extraordinaires. Avec l'histoire qui accompagne ce talent, l'histoire du groupe, l'évolution des technologies au sein des groupes. Il y a des gens qui vous expliquent l'évolution de la blockchain, pourquoi on en faisait il y a très longtemps et que c'est pas nouveau, mais on l'a rebaptisé différemment. Y compris l'intelligence artificielle, qui n'est pas du tout nouvelle, mais c'est rebaptisé différemment. Donc ces personnes-là vous expliquent la sémantique et l'origine de cette sémantique. C'est ça, on est dans l'ère de la communication, on baptise et on fait du marketing avec des mots nouveaux qui ne servent à rien. Bon, disons que c'est pas ça sert à rien, mais c'est un jargon terrible. Hein. Ça peut être d'ailleurs, comme disait Élise, un frein à l'accession des femmes ou des jeunes par rapport à des disciplines qui sont finalement très basiques. Et donc, d'abord, donc ces entreprises sont bourrées de talents. Ces seniors ont envie de transmettre. Ils ont une soif de transmettre, mais on les écarte, voire on les fait partir. Et donc, justement, le projet que j'ai, c'est de les mettre à l'honneur dans les clusters, les pôles de compétitivité. Je pense que Corinne et Élise vont être d'accord, les seniors sont très présents. Et d'ailleurs, ils intègrent des conseils d'administration, des directions de start-up pour aider effectivement à développer la vision, la stratégie, et grâce à leur carnet d'adresse, ouvrir des marchés. Voilà, donc pour moi c'est très important cette présence des seniors, et
C'est même, je dirais que en matière de transmission d'entreprise, en matière d'accompagnement des startups, ils sont stratégiques, ils sont les bienvenus. Souvent, ils ont déjà un patrimoine, ils ne cherchent pas forcément beaucoup d'argent, ils cherchent à transmettre et ils ont l'envie de transmettre, avec un savoir, je dirais, en béton. Et c'est dommage de s'en priver. Et donc là, quel est le meilleur conseil qu'on peut donner à ceux qui cherchent un emploi? Ben déjà, c'est de s'organiser en société de conseil. Alors, vous allez me dire, il y en a qui fleurissent tous les jours et tout le temps, mais c'est pas vrai. Quand vous avez un vrai talent, vous êtes reconnu, vous tapez à la porte d'un pôle de compétitivité, vous accompagnez la croissance d'une start-up de façon bénévole. Très souvent, ça se transforme en contrat ou un poste d'administrateur au sein de la start-up, déjà. Un contrat salarié ou pas, mais encore une fois, les seniors ne recherchent pas forcément de l'argent. Et donc, je dirais que cette population des seniors est stratégique pour la France et il ne faut surtout pas s'en priver. Et elle ne demande que ça, hein, c'est d'aider, transmettre. Voilà. Qu'en est-il dans le domaine, dans l'industrie textile, Corinne Farras? Alors moi, je voudrais plutôt présenter la façon dont on travaille, parce que je pense que ce qui est important, nous, on a beaucoup travaillé sur la diversité de l'équipe de Texterra. Comme je vous ai dit, on avait peu de gens qui travaillaient dans le secteur du textile. On a mis en place collectivement un système d'organisation par plot où sont mélangés en fait des métiers, où sont mélangés les juniors, puisqu'on a des gens en alternance et des gens plus matures, de façon à travailler sur cette diversité et s'approprier cette diversité et la création de valeur liée à la diversité. Donc ça, je dirais que nous, on essaie de prôner et on essaie de mettre ça en place aussi au sein du pôle de compétitivité. Le deuxième point, je pense qu'en effet, la diversité et la façon de manager l'entreprise, aujourd'hui, il y a encore des vrais leviers sur justement cette ouverture, aussi bien des jeunes, de multiculture. Tu n'as pas parlé, Joël, de la multiculture, alors que c'était très présent, me semble-t-il, dans ton pôle. Absolument. Donc la multiculture, et la multiculture, ça va aussi des juniors aux seniors, ça va aussi, voilà. Ça passe par les langues aussi. Ça passe par les langues. Donc je dirais qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est que à la fois la personne se sente bien dans l'entreprise et qu'on puisse utiliser tout son potentiel, quel que soit, on va dire, son sexe, son historique, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, je pense que les leviers aussi pour une filière textile, qui est une filière traditionnelle, contrairement, on va dire, à une filière, entre guillemets, qui s'est structurée là, avec les pôles sur la partie financière de l'amont à l'aval de la ressource, c'est peut-être ces dimensions-là. C'est comment aujourd'hui on laisse plus de place aux jeunes avec un accompagnement peut-être de seniors, puisque la filière textile est une filière plutôt vieillissante. Voilà. Donc comment on va faire pour accompagner ces 650 000 postes en Europe pour 2025 s'il n'y a pas cette approche jeune et moins jeune, jeune et senior, pour développer des produits? Il y a des choses qu'on ne sait plus faire en France parce que des gens sont partis. Comme aujourd'hui, on ne sait pas forcément aller sur la Lune aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est bien cette notion aussi de collaboration, jeunes, seniors, approche multiculturelle, qui, à mon avis, va faire la force de l'ensemble des entreprises et des structures telles que nous sommes. Alors, on comprend bien la révolution industrielle, entre guillemets, dans la finance, hein, puisque tout passe par les nouvelles technologies et ce qu'on appelle l'IA maintenant, quel que soit, enfin, ça englobe beaucoup de choses, le terme IA. Qu'est-ce que vous pensez de l'industrie 4.0 dont on parle en ce moment pour la filière textile? Est-ce que c'est parlant ou est-ce que c'est complètement à côté? Il faut savoir que les autres révolutions ont été faites par la filière textile, puisque la première révolution a été le jacquard, puisque c'était la façon de passer du tissage manuel à un tissage, on va dire, productif au travers de machines. Donc la filière textile a été longtemps en avance sur cette notion de 3.0. Donc la 4.0 aujourd'hui, elle arrive. Il faut savoir que la filière textile est une filière très automatisée déjà. Donc après, il va falloir qu'on travaille sur un certain nombre d'éléments peut-être plus automatisés, mais au sens connaissance, parce que l'expertise, elle est vraiment dans les hommes. Ce que vous voulez dire, c'est que l'investissement en matériel industriel a été fait dans l'industrie textile, ou est-ce qu'il faut encore renouveler, puisqu'on reproche aux chefs d'entreprise français de ne pas assez investir dans les machines? La filière textile en France est en ce moment en train de relocaliser et donc de réinvestir énormément. Je pense qu'elle est en train de réinvestir, non pas comme l'ont fait peut-être la Chine sur production de masse, mais des systèmes agiles
qui permettent en 48 heures de passer d'un tissage de soierie ou de jacquard à la constitution de masques. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je prends le cas, c'est les tissages de Charlieu, qui ont, à partir de métiers jacquard pour le secteur de l'habillement, ont développé en 48 heures des masques textiles. Et je pense que l'enjeu, il est là-dessus, c'est-à-dire c'est des investissements, avec bien sûr le soutien de toute la performance qu'on a dans les outils d'intelligence artificielle, de robotisation. L'homme est toujours au centre, puisqu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas maîtrisées. Aujourd'hui, le fil, c'est une matière vivante. Et donc, aujourd'hui, on va avoir le lien entre cette notion, on va dire, d'automatisation, les individus qui sont sur place, pour développer de nouveaux produits. Alors, la nouveauté, j'allais dire, à venir, non, qui est déjà faite d'ailleurs pour vous, au niveau du cluster textile, donc Tectera, c'est cette halle technique textile, cette plateforme d'accélération industrielle. Expliquez-nous ce que c'est. Oui, alors, comme je vous l'ai dit, on a des petites entreprises, hein, et pour qu'elles puissent s'approprier un certain nombre de technologies, nous avons ouvert une halle technique toute petite qui permet d'accueillir tous les outils de la filière. Ce n'était pas possible pour nous d'avoir tous les sortes de métiers à tisser, toutes les sortes de métiers à tricoter, toutes les machines pour le tressage, etc. etc. Donc l'objectif, c'est qu'on a un milieu défini qui va permettre d'expérimenter avant de remettre ces produits-là en entreprise, en production. Donc l'objectif, c'est que l'entreprise vienne avec sa machine. Si par exemple, on va travailler sur la mise en place de capteurs qui vont lui permettre d'avoir un fil qui casse pas en production, donc qu'elle puisse venir tester dans des conditions, on va dire, précises, de façon à ce que derrière, quand elle mettra en production, il y ait moins de gêne et moins de non-qualité. Donc cette halle technique, elle est là pour accueillir des démarches d'innovation pour les entreprises avant de le mettre en partie industrielle. Alors j'imagine également que dans ce secteur du textile, le mot important, hormis les textiles intelligents, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire et les ressources naturelles. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on a un gros pan d'activité sur ce secteur-là, parce que c'est un vrai levier, un vrai gisement sur le territoire. Donc, alors déjà, il y a toute la partie, bien sûr, de récupération des vêtements usagés au travers, on va dire, de ce qui a été mis en place et qui est géré par EcoTLC, qui est toute la partie habillement que vous connaissez. Et puis aujourd'hui, on travaille aussi sur les déchets industriels. Alors qu'on appelle déchets, ce n'est pas tout à fait des déchets, puisque l'objectif, c'est de pouvoir les valoriser. Il faut savoir que quand on travaille dans le secteur de l'aéronautique, 50% du textile enduit de matière est un déchet. Donc aujourd'hui, comment on travaille sur cette valorisation-là? Donc ça, c'est le premier point. Et on voit bien quand on travaille aussi pour le secteur public ou parapublic, cette notion de recyclage, elle est très importante. Donc aujourd'hui, nous avons quelques groupes de travail sur des approches très spécifiques de matière pour voir quelle valorisation possible, puisqu'en fait, il y a différentes valorisations à faire. Oui, j'ai même entendu une entreprise qui, elle, récupère des vêtements qu'on ne porte plus pour refaire du fil avec ces vêtements pour pouvoir refaire de nouveaux vêtements. Exactement, c'est tout à fait ça. Tout à fait. Alors Joël Durieux, alors on va peut-être avant, s'il vous plaît, Corinne Farras, rappeler peut-être vos coordonnées si quelqu'un est dans la filière textile, nous entend, est intéressé par justement cette usine au niveau de votre pôle de compétitivité, ce laboratoire, j'allais dire, comment fait-on pour vous contacter? Alors il n'y a aucun souci, donc Tectera, T-E-C-H-T-E-R-A. Donc ça, c'est le nom du pôle de compétitivité. On a un site internet en français, en anglais et en japonais, puisqu'on travaille pas mal avec aussi le Japon. Donc vous avez nos coordonnées. Sinon, nos numéros de téléphone 04 20 30 28 80. Et sinon, l'email, c'est contact@tectera.org. Joël, merci. Donc Corinne Farras, je rappelle que vous êtes déléguée générale du pôle de compétitivité de Tectera. Joël Durieux, alors vous venez de créer une association, c'est Lead Tech Club 101. Alors là, vous êtes en région, vous êtes à Paris même. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de donner la parole à tout le monde, pas seulement aux présidents ou directeurs généraux que j'ai côtoyés toute ma vie, mais à toutes ces couches intermédiaires de cadres qui ont beaucoup de choses à dire. Et donc, c'est une plateforme, une place de marché qui, d'un côté, donc, regroupe des startups de toutes... Donc là, ça n'est plus dédié qu'à la finance. Non, voilà. Mais il y aura... Voilà. Donc, ce sera
fois des startups, des PME, de toute filière industrielle et de services, et de l'autre côté, donc des experts, des managers, des décideurs qui viendront apporter leurs conseils à ces entreprises et de façon bénévole pour l'instant et pendant une bonne année pour les aider à passer la crise du Covid. Et là, donc, on va mettre en relation de façon automatisée donc, les demandes exprimées sur la plateforme par ces entreprises et les talents exprimés sous forme donc, de mots-clés par ces seniors, par ces salariés de toute entreprise aussi. Donc forcément, dans une première approche, lorsque nous allons lancer le Club 101, donc au mois de janvier, vous aurez un univers financier très, très important, puisque je viens de cet univers, donc la présence, je dirais, d'experts et de managers financiers sera très importante. Et c'est sympa pour les entreprises de pouvoir accéder sous la forme d'une heure, d'une demi-journée ou de plusieurs journées de conseils délivrés par ces personnes qui ne demandent que ça, je l'ai dit en amont. Et puis, évidemment, l'univers technologique aussi, d'où le lead tech, technologie leader. Vous aurez la présence de pas mal de personnes spécialistes en technologie, donc celle dont on a parlé tout à l'heure. La présence des femmes aussi sera très importante. Et puis, de proche en proche, d'immobilier, la Smart City, ce qu'on appelle ville, bâtiments et territoires intelligents, etc. Et on ouvrira de proche en proche donc, nos experts à différentes disciplines pour alimenter en conseil toutes ces startups et PME. Alors, la plateforme va ouvrir au mois de janvier. Oui. Le nom, l'adresse internet. Alors, pour l'instant, on va le lancer en janvier. Donc, c'est encore secret. On en saura un peu plus tard. Tout sort en janvier. Donc, si on veut me contacter, c'est sur LinkedIn ou sur mon téléphone, puisque tu l'as donné, le tien, Corinne. Moi, je vais donner le mien. C'est 06 83 85 16 54. Donc, je n'hésite pas, vous voyez, à oser donner mon portable. Je l'ai toujours fait, d'ailleurs, lorsque j'étais dirigeante, que ce soit donc, dans la banque ou au sein du pôle. Donc, je vous dis à bientôt, chers auditeurs. Il nous reste 4 minutes d'antenne. On va repasser la parole à Élise Duret pour France Cluster. Alors, le futur pour vous, les prochaines étapes pour France Cluster? Nous, très concrètement, sur cette thématique de la parité hommes-femmes au sein des clusters et de leurs entreprises, on veut continuer. Enfin, ça c'est clair. Donc là, on est en discussion avec le ministère de l'Emploi pour une action 2021 et également avec l'Europe pour voir un petit peu, faire un benchmark, pourquoi pas des situations qui marchent, des choses qui marchent pour remédier à ça. Et pour aller un petit peu plus loin et accompagner donc, nos pôles et clusters dans les actions de tous les jours remarquables qu'ils font. En guise de conclusion, on va repasser, si vous voulez bien, la parole à Corinne Faras, déléguée générale du pôle de compétitivité TechTerra. Est-ce que vous pourriez nous parler du Green Deal au niveau de l'Europe? Est-ce qu'il y a des soutiens, de gros soutiens européens éventuellement, dont les entreprises oublient de taper à la porte de l'Europe? Oui, bien sûr. Donc le Green Deal est une vraie opportunité pour les entreprises. C'est des très gros projets. Donc pour des PME, PMI telles que la filière textile, c'est un peu compliqué d'y rentrer seul. Mais il y a des grands enjeux. On est en contact avec les gens qui travaillent sur les nouveaux aéroports, avec la gestion des nouveaux aéroports. Donc nous, on essaie de mettre des PME, PMI dans la problématique des aéroports, puisqu'à la fois on a des déchets, on a aussi des sièges, donc un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de financement. L'Europe accompagne énormément sur cette dimension innovation. Elle a beaucoup de choses sur sa notion de recyclage aujourd'hui. Donc il ne faut pas oublier qu'on fait partie de différents écosystèmes et que l'Europe est un écosystème relativement fort sur lequel il faut s'appuyer pour continuer à avancer. Et là, vous les aidez également à monter les dossiers? Oui, alors bien sûr, on les aide. C'est compliqué, on les aide à trouver des partenaires. On essaie nous-mêmes de monter des projets pour la filière, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on prend la responsabilité. Donc aujourd'hui, on monte un projet sur le recyclage textile et plasturgie sur des territoires donnés. Donc on va porter le projet, on va essayer de construire les briques de façon à ce que la filière textile ait des ressources sur place. Donc aujourd'hui, c'est cette double dimension, accompagner les entreprises et accompagner une filière au travers d'actions générales. C'est très clair. Merci beaucoup, Corinne Faras. Merci, Joël Durieux, pour l'accompagnement des entreprises, start-up et PME. Élise Duret, on va rappeler vos coordonnées si quelqu'un est intéressé par France Cluster. Exactement. Alors, vous êtes à Lyon, vous? On est à Lyon et c'est www.franceclusters avec un s.fr. Et puisqu'on est sur le numéro de téléphone, le 04 78 54 67 09. Merci à toutes les trois, d'autant que vous venez de province aujourd'hui. Merci d'avoir fait le chemin et de partager
votre opinion au bar de l'économie. Vous pourrez retrouver cette émission dès cet après-midi sur YouTube et taper bar de l'économie tout simplement. À bientôt, je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, à lundi.